Place à la discussion, l'entrepreneuriat social continue de se mettre au service de l'intérêt général. Il peine néanmoins à trouver son équilibre pour pérenniser des services pourtant essentiels. Est-il destiné à devenir un pilier de notre économie ou n'est-il voué qu'à rester un complément des modèles entrepreneuriaux traditionnels? Tout d'abord, petite clarification, j'aimerais qu'on distingue l'entrepreneuriat social de l'entrepreneuriat classique. Guillaume, éclairez-nous. Je vais essayer. L'entrepreneuriat social, je pense qu'aujourd'hui, dans les définitions qu'on trouve, on voit que c'est un entrepreneuriat qui a un impact social, sociétal ou environnemental, qui est qu'on arrive à distinguer, qu'on arrive à mesurer, et qui généralement a aussi une approche démocratique de sa gouvernance. Donc il n'y a pas qu'une seule personne qui décide, les parties prenantes ont leur place. Et c'est ce qui se distingue d'entreprises plus classiques. Après, on trouve plein d'entreprises qui ont, depuis de longues années, en fait, mis en place une responsabilité sociale, qui partagent aussi la prise de décision. Donc, j'entends aussi beaucoup que l'entrepreneuriat social, ce serait quelqu'un qui met l'impact avant, en fait, la recherche de rentabilité. Et ça, on le lit énormément. Et c'est là que moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est que en fait, ouais, ça me dérange pas personnellement de devenir millionnaire, mais j'ai pas envie de le faire au détriment de la planète, pas envie de le faire au détriment des équipes, j'ai pas envie de le faire au détriment aussi de personnes vulnérables. Donc j'ai pas envie de vendre des produits et des services qui vont faire en sorte que des gens se trouvent isolés, que des gens se trouvent exclus en fait de nos sociétés. Et en fait, c'est ça la différence. Je pense que l'entrepreneur social, c'est aussi quelqu'un qui en a un peu sa claque, à mon avis, que la richesse aujourd'hui, on puisse la faire sur le dos des autres. Il y a beaucoup d'entreprises qui, si on comptabilisait leurs impacts négatifs sur la planète et sur la société, ne seraient absolument pas rentables. Et donc voilà, c'est juste ça, moi, la petite différence que je ferais par rapport à ce qu'on entend très régulièrement. Toujours, on entend, oui, l'entrepreneur social, il n'a pas envie, en fait, de s'enrichir. Enfin, moi, vraiment, je ne suis pas contre. Hein. Non, mais la question, c'est est-ce que c'est souhaitable ? En fait, c'est surtout ça. Est-ce que quand on décide de résoudre un problème de société, ce qui est le cas de l'ADN de l'entrepreneuriat social, être millionnaire doit être... en tout cas, s'enrichir, parce qu'il y a être millionnaire et s'enrichir. C'est pas tout à fait la même chose non plus. Je pense qu'il y a un curseur, tu vois, à placer. Mais est-ce que c'est souhaitable ? Parce que finalement, ça revient à sacraliser l'argent comme étant non pas un outil pour faire les choses, mais en fait, la finalité en fait d'une organisation. Donc ça questionne en fait, je trouve. Et puis surtout de se dire, comme tout ça c'est systémique, on le sait bien, à la bonne école d'Ashoka, on le voit tout le temps, c'est d'où vient l'argent, comment il a été capté, et pourquoi d'un seul coup on décide de le reverser à des associations sous forme de philanthropie. Enfin, c'est tout un cercle en fait qu'il faut essayer de structurer, je pense. Mais c'est intéressant. En tout cas, ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'on est entrepreneur social qu'on doit bannir ce que je veux dire, c'est que si on parle de viabilité en fait, économique, on parle de rentabilité, etc. dans l'entreprise, l'objectif, c'est quand même en fait, que l'entreprise, elle tourne. Bien sûr. Que, en fait, éventuellement, si elle a un impact positif sur le vivant, elle grandisse. Ouais. Et donc, moi, ça ne me choque pas que quelqu'un... C'est pas s'enrichir, tu vois, c'est pas pareil pour moi, en fait. Oui, mais en tout cas, moi, personnellement... je trouve que c'est ça qui donnerait aussi envie en fait, aux gens de se lancer beaucoup plus dans l'entrepreneuriat social, c'est de se dire qu'on pourrait aussi personnellement, en fait, si l'entreprise sociale qu'on crée a un impact très positif, s'enrichir personnellement et donc du coup avoir les moyens de s'offrir ce qu'on veut. Et donc ce sera sans doute pas un 4x4, mais ça pourrait être des expériences. De vivre plus décemment qu'actuellement, quoi. C'est surtout ça. Oui, parce que je pense qu'aussi ça part du fait qu'aujourd'hui, entrepreneur social, il faut quand même se rendre compte qu'en moyenne, tu n'es pas très bien rémunéré. Non, ça c'est sûr. Donc je pense que c'est aussi peut-être de là que moi je démarre mon curseur. Ah ouais, bien sûr. Ouais, moi, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites tous les deux d'ailleurs, mais je
Je pense qu'il y a quelque chose au milieu qui est finalement que ton driver principal, ça peut pas être l'argent finalement quand tu es entrepreneur social, même si tu n'es pas contre l'idée de t'enrichir, tout simplement parce que ça prend tellement de temps, tellement d'énergie, que c'est tellement compliqué, qu'en fait, si tu n'as pas un sens très profond du pourquoi si tu fais ce que tu fais, tu tiens pas la longueur en fait. Donc ça peut pas, le driver peut pas être l'argent. Après effectivement, je suis d'accord sur le fait qu'il y a une espèce de tabou autour de la question de l'argent dans le milieu de l'économie sociale et solidaire qui aujourd'hui cause de vrais problèmes. C'est vrai que nous par exemple, on nous reproche constamment d'être une SAS. Nous on est dans la grande distribution et alors au tout début, maintenant ça s'est bien acculturé parce qu'on l'a beaucoup travaillé en équipe en termes de culture, mais au début dès qu'on parlait de performance qui est autre que de la performance extra-financière, c'était très compliqué. Donc voilà, c'est aussi quelque chose auquel il a fallu énormément acculturer les équipes, la culture très clairement du chiffre, de la performance, des résultats. Et c'est aussi ce qui fait qu'on arrive à pérenniser la boîte pour qu'elle soit rentable. Voilà, après la question, c'est pas l'argent, c'est comment effectivement on utilise l'argent derrière et comment on le réinvestit. Mais donc il y a ça. Mais je comprends aussi ce que tu dis autour un peu de la définition du succès aussi, peut-être à réinventer. Il y a un narratif autour de la définition de ce que c'est avoir du succès aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, qui est toujours axé sur la même chose, et notamment l'argent. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas créer une autre définition de ça qui soit plus mesurée aussi ? Mais le rapport à l'argent, il dit tout de la différence qu'il peut y avoir sans doute aujourd'hui entre un entrepreneur classique, Startup Nation, qui pense qu'à un truc, c'est aller très loin, très fort, et un entrepreneuriat dit social. D'ailleurs, je trouve que le terme ne va pas, parce qu'en plus, c'est le terme historique, je pense, parce que ça s'est d'abord adressé à des problématiques sociales, mais en fait, c'est un entrepreneur sociétal qui pense d'abord à son impact avant l'argent, mais du coup, ça manque peut-être d'attractivité pour une partie de la population, alors qu'il y a plein de gens qui seraient prêts à relever des défis et qui ont les compétences pour le faire. Donc, il faut absolument qu'on arrive à déconstruire ce truc-là. Mais c'est lié, en fait. C'est lié aussi, on revient sur le côté performance économique. Je veux dire, les salaires dans l'entrepreneuriat social sont extrêmement liés, en fait, à la lucrativité ou pas, en tout cas la rentabilité ou pas de ces organisations-là. Donc, il y a un énorme travail à faire aussi de rééquilibrage des salaires d'entrée, parce que c'est aussi ce qui nous prive parfois de talent. C'est aussi ce qui fait qu'il y a une fuite de cerveau quand on a parfois des salariés dans les organisations qui sont usés aussi par ces rythmes, parce qu'on parle du salaire à la fin du mois, mais il y a aussi l'investissement en temps, en fait, parce qu'on va jouer sur des cordes sensibles très fortes, en fait, quand on est dans l'innovation sociale fortement. Donc, il y a vraiment un sujet autour de ça, et c'est pour ça que c'est vachement intéressant de voir qu'en ce moment, on a beaucoup d'écoles de commerce qui commencent justement à aller sur le management associatif, l'hybridation des modèles économiques, l'innovation sociale au cœur de l'économie, enfin, et que sais-je, qui sont en train de former aussi ces générations de leaders business de demain pour justement montrer autre chose que, comme tu le disais très justement Salomé, que l'argent soit l'alpha et l'oméga en fait d'une entreprise aujourd'hui. Oui, et donc on entre au cœur du débat. Pour vous, c'est ce tabou autour de l'argent, c'est ce qui empêche l'entrepreneuriat social de devenir la norme ? Sans doute un peu, et Salomé le disait, elle a une SAS, il se trouve que Norcis en est une aussi, et ça n'empêche pas qu'on ait dit il y a un plafonnement des écarts de salaire. Déjà, il y a une parité homme-femme, femme-homme d'ailleurs, on aime bien dire souvent maintenant chez nous. Il y a un plafonnement des écarts de salaire, et si je prends l'exemple de l'année 2023, c'est 52% des bénéfices redistribués aux salariés, à la société civile, par une fondation, un fonds de dotation, et le reste est réinvesti. Il n'y a quasiment pas de dividendes, je dirais, pour des actionnaires classiques, quand bien même il y en a dans l'entreprise. Donc ça montre bien que même en étant une SAS, à partir du moment où on a quand même envie de contribuer avant tout à l'intérêt général, on peut très bien fonctionner finalement aussi bien, aussi efficacement et avec quasiment le même niveau de décharge par rapport à l'argent qu'un entrepreneur social, alors qu'on a des salaires qui sont du coup peut-être un peu plus attractifs pour les équipes, etc. Donc moi je pense qu'il faut un peu péter les frontières et se dire que de plus en plus de gens vont arriver avec l'envie de résoudre des problématiques sociales et environnementales parce qu'elles sont de plus en plus visibles, et que si on continue l'ESS à des bas salaires, et il faut cravacher comme un malade pour arriver à sortir quelque chose de terre, ça ne pourra pas résoudre les solutions, enfin ça ne pourra pas permettre de trouver les solutions à grande échelle. Ça ne suffit pas en fait, tu ne peux pas faire fonctionner des salariés sur la recherche de sens pendant 15 ans en fait. Enfin, tout le monde doit manger. Et puis les gens, c'est vrai, les gens qu'on récupère parfois en sortie d'études, après ils ont un enfant, ils ont 12 enfants, ils achètent une maison, il faut qu'ils vivent aussi ces gens. Voilà. Donc c'est important, cette attractivité des salaires, elle est quand même un petit peu... Et plus loin, même
en termes de plaidoyer politique, je pense aux charges salariales, par exemple, dans le monde associatif, qui sont calquées sur les charges salariales du monde économique traditionnel. Ça pose un sujet, en fait, quand la finalité n'est pas la même. Donc, il y a certainement, quand tu dis qu'il faut péter les frontières, casser, etc., je pense que tu as archi raison. Il faut aussi le faire au sein même de l'innovation sociale, parce que souvent, on se dit il faut adapter plutôt le monde de l'entreprise, aller chercher de ce côté-là, parce qu'on a l'impression que c'est plus massif. Mais je crois aussi qu'il faut peut-être revisiter la manière dont on s'est structuré, surtout sur le champ associatif aujourd'hui, au regard en fait des enjeux qui nous traversent, quoi. Dans le secteur ESS, aucun dividende n'est possible pour des personnes qui auraient pris le risque d'investir au départ. Tu évoquais Sylvia Guillaume, et c'est peut-être là d'ailleurs qu'il y a un sujet, c'est que dans le cadre même de la loi, on ne peut pas récompenser la prise de risque d'un individu, qu'il soit lui-même le porteur ou le financeur du projet. Et ça, à mon avis, c'est un des écueils sur lesquels il faudrait peut-être travailler, mais je sais que les gens qui portent le secteur ESS sont vent debout contre cette idée. Non, mais si tu peux pas le rétribuer, au moins que tu puisses gagner mieux ta vie que ce que tu gagnes aujourd'hui, notamment en limitant les charges salariales. Où tu vois, il y a d'autres mécanismes en fait intelligents. C'est une histoire de, tu sais, les vases communicants, quoi. Pour avoir, parce que ce que tu dis en creux, c'est ça, c'est s'enrichir, mais pour vivre mieux, et puis capitaliser sur le fruit de son travail aussi. Quand on a donné comme ça corps et âme, qu'on a transpiré sang et eau, comme dirait Churchill à chaque fois, et ben on a peut-être envie aussi d'avoir une forme de rétribution qui existe. Donc, est-ce que ça doit être au sein de l'organisation ou est-ce que l'État doit penser à des mécanismes de ce type-là, ou à l'aune de la mesure d'impact, on est capable de donner une espèce de prime, en fait. Ça peut être ça aussi, parce que quelque part, c'est des politiques publiques, ce qu'on est en train de faire. On a une délégation de l'État, donc on peut imaginer, enfin, on peut créer des choses, quoi. Mais il faudrait pour ça... Pardon. Non, vas-y, je t'en prie, après j'irai. Je trouve qu'il faudrait pour ça que que l'évaluation de l'impact, en fait, soit à minima standardisée, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas capable, en fait, de standardiser ça dans l'économie sociale et solidaire. C'est un vrai sujet, et ça amène au fait que demander des politiques publiques, sur quels critères, comment, je trouve que c'est dommage. Et de la même façon, je trouve qu'il y a des politiques d'incitation, politiques publiques d'incitation qui sont mises en place de la part de l'État pour les entreprises innovantes d'un point de vue technologique. Il devrait y avoir des mêmes mécanismes facilitants qui soient mis en place pour les entreprises innovantes socialement et bonifier encore plus à l'aune de l'impact dont elles sont capables. La mesure de l'impact, mais une réaction d'abord, Guillaume. Oui, en fait, je suis en train de réfléchir là à ce qui pourrait vraiment faire évoluer ça, parce qu'en fait, la question de départ, c'est comment en fait on le normalise. Et je pense qu'en fait aussi dans l'entrepreneuriat social, il y a plein d'entreprises très différentes. Tu disais Thomas en fait que avec Norcis en fait vous avez un fonctionnement très similaire à plein d'entreprises sociales et que vous n'avez pas besoin de vous transformer en coopérative ou prendre un modèle comme celui-là pour faire des choses bien. Je pense que Salomé, toi, tu as aussi un modèle qui est, où tu as une clientèle qui est identifiée et qui a sans doute peut-être les moyens aussi d'acheter en fait, les produits. Mais je vois aussi plein d'acteurs de l'économie sociale qui, entre guillemets, s'occupent de gens qui n'ont pas les moyens de payer. Donc en fait, le bénéficiaire n'est pas le client. Et donc là, le seul moyen qu'on fasse évoluer ça, c'est soit la commande publique évolue. Donc ça veut dire que l'État arrête de financer certains trucs et les répartit beaucoup plus vers l'économie sociale et solidaire. Soit, et c'est là qu'on rentre dans le truc des mentalités et que moi je voulais un peu aborder là au début de la séquence, c'est de dire il faut qu'on revalorise dans nos sociétés certaines choses qui aujourd'hui on estime qu'elles sont normales, justement, mais en fait, elles ont une valeur financière qui n'est pas comptabilisée. Et c'est pour ça que je vous dis, ça ne me dérangerait pas d'être riche, parce que j'estime qu'aujourd'hui, je crée de la valeur qui n'est pas comptabilisée. Et je dis moi, mais je veux dire beaucoup d'organisations. Bien sûr. C'est pas juste moi. Ça a l'air de quand même mais du coup, tout ça pour dire que ces mentalités-là, par contre, elles vont mettre... je pense qu'il faut les faire évoluer parce que ça passera par l'éducation. Et ça, d'ailleurs, c'est un des retours. J'ai fait une demande sur LinkedIn avant de venir à l'émission, comment on fait évoluer les choses. Et l'un des premiers retours que j'ai eu, en fait, c'est éduquer. Éduquer dès l'école, éduquer à l'université. Je sais que ça te tient beaucoup à cœur avec Ashoka. Et que c'est aussi... Mais ça, c'est du long terme, ça va prendre beaucoup de temps. Et le levier qui me paraît le plus actionnable à court terme, c'est quand même cette commande publique, en fait. Et donc, du coup, c'est quand même aussi que l'État, en fait, fasse bouger les choses. On voulait aussi aborder la question de la mesure de l'impact. Et je pense qu'on peut là faire des liens, notamment avec les cadres d'État qu'on pourrait mettre en place.
Et Elsa, tout à l'heure, tu l'as indirectement évoqué. Moi, je voudrais peut-être, pour lancer la séquence là-dessus, parler du coût de l'absentéisme au travail. Aujourd'hui, il y a des études qui montrent qu'un jour d'absence, c'est 1 000 euros par jour de coût pour la collectivité, de prise en charge, de soins, de manque à gagner pour les entreprises, etc. Et moi, je trouve ça hallucinant qu'on ne soit pas capable, pour traiter le problème à la racine, je crois que c'est comme ça que tu l'as formulé tout à l'heure, davantage mettre le doigt là-dessus. Et ça, au niveau de l'État, il y a des personnes qui sont tout à fait au fait de ces sujets-là. Moi, je prends l'exemple de Norcis, c'est 3 jours et des brouettes d'absence par an par salarié, moyenne nationale 15 jours. Vous êtes assez bon en maths, ça fait quasiment 10 à 12 000 euros d'économie de coûts pour la collectivité sur les soins. Et quand on connaît les petits sujets de budget qu'on a et de dette en ce moment, on doit pouvoir trouver des solutions quand même pour faire advenir un autre sens de la performance, y compris au niveau des instances gouvernementales, pour qu'après, derrière, il y ait des financements qui soient fléchés. Mais tu arrives à valoriser au bon prix tes services. Parce que, par exemple, dans l'économie sociale et solidaire, je pense que si tu regardes les petites assos, le nombre d'absentéismes et de gens qui te font des burn-out, alors que pourtant, ils travaillent sur des... Enfin, voilà. Mais ils s'épuisent complètement parce qu'ils n'arrivent pas à se vendre au bon prix et qu'ils sont en face de aussi tout un tas d'acteurs qui leur disent « Nous, on peut vous donner 20 000 euros pour faire 2 incubateurs, alors que l'incubateur vaut 300 000 euros. » Et en fait, ils disent « Bon, bah, ça va servir à des femmes qui ne pouvaient pas entreprendre, donc je le prends. » Mais sauf que, bah, du coup, tu fais avec 10% de ce dont tu as besoin. Et donc, évidemment, tes équipes explosent. Et donc, ça, c'est un sujet aussi. Moi, je reviens à ce truc-là, d'arriver à valoriser les compétences de ce qu'on fait sur un territoire ou de ce qu'on fait dans le secteur de l'économie sociale. Mais je suis d'accord avec toi. En fait, si déjà, en fait, il y avait, par exemple, des impôts, ou moins d'impôts, une fiscalité adaptative. En fait, du coup, on emmènerait. Je sais pas toi, Salomé, ou sur des faits Ashoka, des façons de mesurer de l'impact sur lesquelles aujourd'hui vous sentez une forme d'accroche sur la façon de mesurer l'impact, moi aujourd'hui je trouve que ce qui est compliqué, c'est qu'on passe beaucoup par des approches de coûts évités au lieu de passer par des approches de valeur créée. Et ça, c'est un vrai souci aujourd'hui, je trouve, parce que c'est pas du tout holistique de parler en coûts évités. On parle pas de ce qu'on amène à la société. Et tant que ça, ce sera pas pris en compte dans la façon dont on valorise les entreprises, et à la fois dans la fiscalité qu'on leur adapte, parce qu'il devrait y avoir une fiscalité adaptée, absolument, mais aussi dans la façon dont les fonds valorisent, parce que moi je regrette aujourd'hui que même des fonds qui se réclament de l'économie sociale et solidaire, quand il s'agit de valoriser une entreprise, ils regardent l'ARR, le CA, mais la performance extra-financière, oui, elle existe dans un tableau Excel à côté, et ils s'en font plus ou moins les garants selon les sensibilités des fonds, mais ça ne rentre pas dans la valorisation de l'entreprise. Or, la valeur créée est là. Et il y a des approches aujourd'hui qui permettent, comme les approches SROI, de mesurer ça. Et je trouve que c'est dommage que ce ne soit pas plus mais c'est extrêmement lourd. On prend les contrats impact social, ça fait quand même quelques années maintenant que ça existe. Quasiment personne n'a l'air de connaître ça. Et de ce que j'en entends, c'est très très compliqué. Enfin, c'est une procédure de dingue. Surtout, le problème, c'est que ceux qui les établissent n'ont jamais fait de mesure d'impact de leur vie non plus, quoi. Donc il y a aussi un problème de connaissance de la commande publique sur la manière dont on fonctionne, nous, sur le champ de l'innovation sociale, quoi. Mais la mesure d'impact, ouais, c'est sûr qu'on parle beaucoup de coûts évités, mais je reviens sur ce que disait Guillaume tout à l'heure, parce qu'en fait, ce qui a de la valeur aujourd'hui est difficilement mesurable et quantifiable, en fait. Quand on parle de mesurer le lien social, je reviens sur Diane tout à l'heure, c'est quoi la mesure du lien social? Et puis en plus, il faudrait faire des études longitudinales, parce que c'est pas parce que quelqu'un te dit vous avez changé ma vie qu'en fait 6 mois après on va encore la changer. Donc il y a vraiment un travail à faire sur aussi une forme de confiance a priori sur le terrain de l'économie sociale et solidaire quand on a des financeurs. Et moi j'ai envie de responsabiliser aussi les financeurs, que ce soit les philanthropes ou les entreprises avec lesquelles on peut faire des partenariats, d'exiger dans le cadre justement de ces financements-là auprès notamment des associations, que la mesure d'impact fasse partie intégrante du projet et qu'on ne soit pas obligé, une fois que le projet est terminé, de se poser la question de la mesure d'impact quand c'est trop tard, quand on a besoin d'aller chercher de l'argent à nouveau. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et le sujet vraiment basique, mais à mon avis, le diable se cache quand même souvent dans les détails, c'est qu'il y a une confusion monstrueuse entre ce qu'est un rapport d'impact et un rapport d'activité, en fait. Moi, je l'ai vu un nombre de fois pas possible. On me dit « j'ai touché tant de personnes ». Oui, mais enfin, toucher X personnes dans le cadre d'une livraison d'un programme ne me donne aucune indication sur la performance. Je dirais même, alors performance maintenant, c'est un peu vulgaire, etc.,
efficience du programme en question. Donc, il y a une culture vraiment à mettre en place là-dessus. Et puis, parfois, se dire que les choses essentielles, on est OK de ne pas les mesurer. Et on fait confiance aux entrepreneurs qui, depuis 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans, font le même métier et sont là en train en fait, de remplacer l'État à certains endroits. Et je ne dis pas que c'est la faute de l'État, c'est pas bien, c'est que l'État ne peut pas non plus tout faire. Et je trouve ça très bien qu'il y ait d'autres corps de métier qui s'en occupent. En revanche, il faut les regarder avec beaucoup plus souvent les yeux de chimène que des yeux de défiance. Et vous le savez, c'est une émission 100% pratique et c'est bientôt la fin de ce débat. Non, c'est pas possible ça, Alice. J'aimerais qu'on termine par un petit tour de table. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut se lancer dans ce domaine ? D'aller voir Guillaume. Et Elsa et Salomé. C'était une vraie question. C'est une vraie question. Ah, c'était pas une vraie réponse. Non, mais je plaisante. C'est une vraie un question, effet de manche. Ah, c'est dur, ça. Il s'agit pour notre audience de repartir avec des conseils et des outils. Moi, je pense, à la lumière de beaucoup de choses qu'on a pu se dire là, c'est évidemment, c'est formidable d'être animé par une mission sociétale, mais surtout pas occulter le caractère entrepreneurial, y compris économique. Si on veut se lancer aujourd'hui, une asso qui se lance sans penser à comment elle va développer des produits, étant peut-être un gros mot, mais des programmes qui se vendent soit par le biais de financement, mécénat, mais en tout cas qui sont pensés comme des produits et qui se vendent. Je pense que c'est un écueil qu'il faut réussir à éviter parce que derrière, si on fait que chasser du financement public, etc., et ça, c'est tous les retours qu'on a, nous, de toutes les assos qu'on soutient, etc., ça devient de plus en plus compliqué. Oui, d'autant plus, Thomas, si je peux me permettre, c'est qu'au regard du paysage politique qui évolue vitesse grand V, la contraction des financements publics va être évidente. Donc ça va poser la question pour certaines associations qui travaillent justement à l'antipolarisation, à faire en sorte d'oxygéner notre démocratie, à avoir des pratiques pédagogiques alternatives, d'être beaucoup plus dans ces champs-là, à potentiellement douter en fait de leur pérennité alors qu'on a besoin pour un modèle de société du 21e siècle pour faire face à ces enjeux-là de soutenir en fait ces associations. Non mais je rejoins complètement tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Je pense que peut-être le conseil le plus important que je donnerais, c'est effectivement de décloisonner. Enfin, on l'a bien dit aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas avoir d'un côté les gros méchants, d'un côté les petits gentils de l'économie sociale et solidaire. C'est tous ensemble qu'on va y arriver de toute façon. Moi, très concrètement, quand je supprime... je vais le faire à l'inverse. Si une ancienne de grande distribution supprime un sachet sur une de ses références, ils ont 50 000 fois plus d'impact que moi en tant que drive-thru. Donc il faut croiser et il ne faut pas avoir peur de se faire parler les mondes en fait. Je pense que c'est très important aujourd'hui pour sortir justement de l'entre-soi qui peut parfois y avoir dans l'économie sociale et solidaire et dont on doit... conseil très concret suite à ce que je viens d'entendre de la part de Salomé, peut-être dire à un entrepreneur social quand il intervient dans le cadre d'une émission, une interview, une table ronde ou que sais-je, un événement de visibilité, de venir avec toujours un exemple qui ne vient pas de sa propre organisation et de citer quelqu'un d'autre justement pour créer cette chaîne d'inspiration permanente et de montrer qu'on est vraiment un collectif. Voilà un conseil tout net. Guillaume, le mot de la fin. Je pense que c'est un bon moment historique pour être entrepreneur social. On n'a que des problèmes. Il y a des problèmes climatiques. Avec le noir du plateau. Non, mais je veux dire, le marché... le marché est bien jusqu'à présent. Un peu au cœur avec Guillaume. Non, mais le marché est immense pour quand on est entrepreneur, c'est-à-dire quand on aime résoudre des problèmes. Donc, trouvez votre problème. Ouais. Et après, rejoignez des écosystèmes comme Singa, comme Ashoka, Make Sense, Ticket for Change, que vous allez recevoir la prochaine fois, etc. pour rencontrer d'autres personnes qui essayent de résoudre des problèmes et lancez-vous. En fait, à un moment donné, il faut oser et on a besoin de vous, donc allez-y. Voilà, c'est beau. Hyper concret. Votez Guillaume. Super. On passe à notre dernière séquence, c'est le Good to Know.